Bienvenue. Aujourd'hui, on explore le Bushido. C'est une voie un peu insaisissable, non? Qui traverse l'histoire japonaise. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est ni une légende figée, ni un mythe. C'est présenté comme un héritage vivant, une persistance, comme le dit notre source principale, codesamurai.fr. Exactement, l'article Bushido, l'âme du guerrier, une voie intemporelle. Alors notre objectif, c'est quoi? C'est de saisir un peu l'essence de ce code, qui n'était même pas écrit au début. Comprendre comment la spiritualité, le devoir, tout ça l'a façonné, son évolution aussi, de l'idéal un peu tacite à, on le verra, quelque chose d'instrumentalisé. Oui, une histoire complexe. Et voir si ça résonne encore aujourd'hui. Alors allons-y, décortiquons ça. Avec plaisir. Commençons par le commencement, si on peut dire, avant même le mot Bushido. L'ère Heian. C'est ça. Là, pas de manuel, rien écrit, mais des valeurs. Des valeurs vécues, dans l'action, dans le silence. Oui, une loyauté très forte, presque muette, le sens du sacrifice aussi, et une grande retenue. Une sorte d'instinct moral, en fait. C'était dans l'air, quoi. Bien avant les textes. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est comment cet instinct va, s'enrichir avec deux influences majeures, le bouddhisme zen et le confucianisme. Ah oui. Comment ça s'articule? Eh bien, le zen, il apprend à faire face à la mort sans trembler. La vacuité, chaque geste qui devient une méditation. Une force intérieure, en quelque sorte. C'est ça. Et le confucianisme, lui, il ancre le guerrier dans la société. Le devoir, l'honneur, mais orienté vers un idéal plus vaste, la collectivité. Donc, on a une fusion, spiritualité et morale. C'est cet équilibre entre force et sagesse qui donne déjà sa densité au Bushido naissant. D'accord. Et ensuite, ça se structure comment? Parce que là, on est encore dans quelque chose d'assez diffus, non? Oui. La cristallisation, elle arrive plus tard. Période Kamakura, disons 12e ou 16e siècle. Là, les samouraïs montent en puissance, le pouvoir des armes. Le pouvoir militaire devient central. Exactement. Et la guerre devient le creuset. C'est là que les vertus, le courage, la loyauté, la discipline, la retenue, deviennent des repères conscients, forgés dans le feu de l'action. Les premiers écrits apparaissent, des gens comme Yamaga Soko ou Miyamoto Musashi. Le Bushido devient lisible, réfléchi, on essaie de le définir. D'accord. Et après cette période de guerre, il y a l'âge d'or, l'ère Edo, Tokigawa. La paix s'installe. C'est une période charnière. La paix est imposée, longue. Du coup, le samouraï, il combat moins. Il devient administrateur, parfois lettré. Le combat change de nature. Il devient intérieur. C'est là que le Bushido se raffine énormément. Maîtrise de soi, recherche de pureté morale, de dignité dans chaque acte. Une vraie philosophie de vie. Le seppuku, le suicide rituel, prend tout son sens ici. Ce n'est pas vu comme une fuite, pas du tout. C'est l'acte ultime pour laver une faute, prouver sa loyauté, préserver son honneur. La loyauté plus forte que la mort, littéralement. C'est ça. L'honneur et les principes passent avant la vie elle-même. La paix a paradoxalement intensifié cette exigence morale, en la tournant vers l'intérieur. Fascinant. Mais cette belle structure, elle ne résiste pas à la modernité, j'imagine. L'ère Meiji, le XXe siècle. Non, c'est le grand choc. Fin 19e, début 20e. D'abord, la classe des samouraïs est dissoute, abolie. La fin d'un monde. Oui. Mais les valeurs, elles, persistent. L'idéal du Bushido survit. Il va être récupéré. Et là, on entre dans une phase beaucoup plus sombre. L'instrumentalisation. Tragique, oui. Le nationalisme japonais, puis le militarisme, vont s'emparer du Bushido. Ils vont le tordre, le déformer. Comment? Qu'est-ce qui est détourné? Des vertus comme la loyauté deviennent une obéissance aveugle à l'autorité. Le sacrifice, qui était un choix individuel lié à l'honneur, devient une injonction collective. Pour l'État, pour l'empereur. Jusqu'aux extrêmes, comme les kamikazes. Voilà. L'idéal éthique est vidé de sa substance, de sa sagesse, de sa dimension de responsabilité personnelle. Il devient un outil de mobilisation, voire de déshumanisation. C'est terrible de voir comment un idéal de maîtrise et d'honneur peut être dévoyé à ce point. Ça montre la fragilité des idéaux face aux manipulations politiques et militaires. En isolant certains aspects de leur contexte originel, on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est un avertissement, en fait. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que le Bushido a survécu à tout ça? On entend parfois parler de Bushido en entreprise, ça semble un peu étrange, non? La question est bonne. Les sources suggèrent qu'il survit, oui,
mais de manière transformée. On retrouve son écho, bien sûr, dans les arts martiaux. La rigueur, la patience, le respect. Dans les dojos, oui. Et même, de façon plus surprenante peut-être, dans certaines cultures d'entreprise au Japon. Cette idée de loyauté discrète, d'intégrité, de persévérance face aux défis. Moins le côté guerrier plus l'éthique de travail. En gros, oui. Et plus largement, ça peut inspirer une philosophie de vie personnelle, comme on mène nos propres batailles intérieures. Invisible, tenir parole, résister à la facilité ambiante, cultiver une forme de maîtrise de soi, même à l'ère numérique. Donc pour résumer, si on devait retenir quelque chose, le Bushido c'est bien plus qu'un vieux code de guerrier, c'est un idéal persistant sur la droiture, la maîtrise, la fidélité. Capable de se transformer, de raisonner, mais aussi d'être dangereusement perverti. Exactement. C'est toute sa complexité, sa pertinence continue, d'une certaine manière. Et ça amène à une dernière question peut-être un peu provocatrice pour conclure. Ah, allons-y. Si le Bushido historique exigeait parfois cet acte ultime, le seppuku, pour préserver l'honneur face à une faute très définie, quelle serait aujourd'hui dans nos vies sans sabre ni seigneur la transgression intime, la faute envers nos propres valeurs, qui mériterait un engagement aussi absolu? Quelle forme prend l'honneur quand il se vit loin des champs de bataille? Qu'est-ce qui pour nous vaudrait un tel engagement envers nos principes? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse à réfléchir sur nos propres codes intérieurs.